C'est bon? C'est bon. Oui. Bon, ben, bonsoir. Toujours sur la trame de la question du féminisme, égalité des droits et tout particulièrement le code de la famille sur le site Prisma. Voilà, donc on se retrouve ici avec deux invités très importantes. Donc, je nomme Zoubida Assoul et Awisha Berti, parce que ce soir on va aborder l'aspect juridique donc du code de la famille et puis des droits des femmes. Donc bonsoir à vous deux, Zoubida Assoul et puis Awisha Berti. Merci de nous donner de votre temps. Je sais qu'il est très très précieux, surtout dans le contexte actuel. Donc Zoubida Assoul, vous êtes avocate, première femme à être nommée cadre supérieur au ministère de la Justice. D'ailleurs, vous allez y occuper le poste de sous-directrice de département de protection des mineurs. Vous avez une longue carrière juridique et puis vous me corrigez si je me trompe. Et puis politique aussi, puisque vous avez créé un parti. Donc Awisha Berti, vous êtes avocate aussi, et puis militante et activiste. Donc vous avez aussi une longue carrière dans les deux doubles casquettes. Et là, ce soir, on va aborder donc l'aspect juridique du code de la famille. Alors, à ma connaissance, il y a 41% des articles composant l'ensemble du code de la famille qui a été revu ou modifié. Vous me corrigez si je me trompe. Donc, ma question, est-ce que cela a été favorable aux femmes et est-ce que ça a apporté des solutions aux problématiques, aux débats qui ont suscité ces textes-là? Donc, soit Zoubida Assoul ou Awisha Berti, si l'une de vous peut répondre, ou les deux. D'accord. À la fois, quand même. Bon. Oui. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je salue ma consoeur Awisha Berti et je salue toutes les personnes qui nous suivent à travers votre émission. La première des choses, je voudrais à cette occasion, puisqu'on parle ce soir des droits des femmes, saluer le militantisme de toutes les femmes qui quand même ont lutté pendant plusieurs décennies et qui continuent pour que les femmes puissent être des citoyennes à part entière, tout simplement. La deuxième des choses, c'est de dire qu'en fait, nous avons en Algérie toutes les constitutions depuis 1963 à ce jour, celle qui est en vigueur encore, celle de 2016, qui consacre l'égalité des citoyens, en tout cas devant la loi. Et que la Constitution interdit toute forme de discrimination, surtout qui sont basées sur le sexe ou la race ou autres considérations sociales ou politiques ou d'opinion. Mais aussi, il y a d'autres articles de la Constitution qui fait obligation aux institutions de l'État de promouvoir justement la parité entre les femmes et les hommes dans le domaine du travail, mais aussi œuvre à promouvoir la parité entre les femmes et les hommes, mais aussi encourage la promotion de la femme aux responsabilités, toutes les responsabilités, je veux dire, dans toutes les institutions, non seulement publiques, mais aussi dans les entreprises. Ça, ce sont des règles qui sont consacrées par la Constitution. Maintenant, toute loi, à commencer par la Constitution ou le Code de la famille ou autre chose, ne peuvent avoir de sens que lorsqu'il y a des politiques qui sont vraiment entreprises pour consacrer tous ces droits qui sont énoncés dans les textes de loi. Quand on revient au Code de la famille, comme vous le savez, le Code de la famille a à peu près 36 ans d'âge depuis 1984. Le seul amendement qu'il y a eu, c'est l'amendement de 2005. Effectivement, il y a eu à peu près autour de 35 articles qui ont été amendés. Il y a eu l'abrogation de 5 articles. Et les articles qui ont été amendés, ce sont des articles qui sont consacrés au mariage, les fiançailles, le mariage, les conditions de mariage, le divorce, mais aussi tous les effets du divorce, notamment la garde des enfants, la pension alimentaire, le foyer conjugal et tout ce qui s'ensuit.
Donc, voilà un peu les amendements qui ont touché le code de la famille. Ce qu'on peut dire, moi, en tout cas, politiquement, sur ces amendements qui ont été faits en 2005 avec l'ancien président Bouteflika, c'est que je le regarde maintenant avec le recul, c'est vraiment le fruit d'un compromis entre les gens qui demandaient justement l'égalité entre les citoyens vis-à-vis de la loi, en droit et en devoir, et entre, on va dire, tous les conservatismes de toute forme, et qui veut maintenir quand même la femme sous le contrôle et en tant que sous-citoyenne par rapport à l'homme. Voilà ce que je peux dire de prime abord sur les amendements qu'a connu le Code de la famille en 2005. D'accord. Bah oui, Chabarté, vous avez quelque chose à ajouter peut-être, vous, comment vous oui, bon, on va se compléter. Hein. Oui. D'abord, bonsoir Maître Assoul et bonsoir à toutes les personnes qui suivent. D'accord, moi, avant de commencer, vous savez, ça tombe en ce moment, là, je suis encore sous le choc de la disparition d'une grande femme. J'aimerais dire 2 mots pour lui rendre hommage. Il s'agit de Rabia Slami. Rabia Slami, c'est une paysanne de la Mitidja, l'épouse d'un militant de gauche qui ont pris des armes. Elle et son mari, ils ont créé un des premiers groupes d'autodéfense contre l'intégrisme. C'est une femme qui a pris les armes aux côtés de son mari et qui vient de nous quitter. C'est une combattante comme il y en a très peu, comme il en reste très peu. Elle est à l'image de nos aînés qui ont pris les armes pour défendre ce pays. C'est une femme qui est très discrète, comme le sont toutes les paysannes de la Mitidja et d'ailleurs. Elle vient de partir et c'est une femme qui est restée très digne et pourtant, un jour on en parlera, il faudra bien qu'on en parle. Cette femme qui a pris les armes aux côtés de son compagnon pour défendre la République a subi de plein fouet le code de la famille. C'est une femme qui n'avait qu'une fille. Je m'arrête là par respect à sa mémoire et à sa famille. Donc c'est une femme qui a quand même subi le code de la famille dans toute sa splendeur. Voilà. Je reviens. Donc pour ce qui est du code de la famille, d'abord il faudra Maître Assoul a parlé de compromis. Oui, c'est une tentative de compromis. C'est une tentative de compromis, on est très loin, parce que le code de la famille, en fait, c'est carrément un deal. On a fait un deal aux conservateurs et aux islamistes. Et ça date pas, c'est pas de 90, c'est de 84, mais ce code était, la pression de sortir un code existait déjà depuis les premières années de l'indépendance, hein, parce qu'une fois que les Algériennes qui ont forcé l'admiration du monde entier, parce qu'elles ont pris des armes, les Djamilettes et autres, après l'indépendance, on leur a dit, vous restez chez vous, on s'occupe de vous, on est vos tuteurs. En 84, on l'a sorti pratiquement en catimini parce qu'il y a eu des tentatives avant, mais il y a eu des résistances. Les résistances ont été menées par des moudjahidettes, je cite comme ça à titre d'exemple, Jami Bila Bouhiret et Zohra Darif, comment elle s'appelle, Maître Belmihoub, Mariam Zardani Belmihoub, entre autres, elles ont toujours été en tête des manifestations anti-code de la femme. Moi, j'étais étudiante à un moment donné et je me rappelle, j'ai participé avec des étudiants, mais on était fiers d'être à côté de ces grandes dames qui étaient toujours à la pointe des luttes. Et un jour, en 84, c'était Ramadan, et il n'y avait pas d'étudiantes à l'université, il y avait la Coupe du Monde aussi, on nous l'a sorti en catimini. Je me rappelle que c'était, il me semble, si Maître Assoul pourrait me confirmer, il me semble, je suis presque sûre que c'était Belkhadem, le conservateur du FLN, donc il n'y avait pas encore le fils à l'époque. C'était le FLN, mais c'est le cadeau qu'on avait fait. Il fallait sacrifier les femmes à cette mouvance conservatrice et intégriste, hein, voilà. Alors, il y a eu, comme Maître Assoul l'a dit, la première fois, parce qu'à un moment donné, le code de la famille, qui n'est, en fait, vous avez parlé du côté juridique, qui n'est qu'un texte juridique en réalité. Oui, il est fait par des hommes, c'est un texte juridique, c'est un texte de loi qui a été fait par des hommes,
et qui a été présenté à l'Assemblée nationale et voté à l'Assemblée nationale, mais qui est largement inspiré de la charia et de la version la plus obscurantiste de la charia. Je vais revenir sur ça et je dis pourquoi c'est la plus obscurantiste. Après, à chaque fois qu'on voulait, chacune de nos manifestations de revendication, d'abrogation, etc., on nous disait non, c'est la charia, c'est sacré. L'avantage de 2005, c'est que cette sacralité a été quand même touchée, puisqu'on a osé amender. Moi, je me rappelle bien que les amendements avaient commencé par un discours d'un ministre de la Justice de l'époque, je ne me rappelle plus son nom. Il avait dit qu'il fait une scène comment nos femmes qui sont pilotes, médecins, etc., comme si celles qui n'étaient ni médecins ni pilotes ne méritaient pas d'avoir des droits. Ma mère, qui est analphabète et qui a fait ce que je suis, peut-être ne mérite pas d'avoir des droits égaux avec les hommes. Mais bon, il avait dit cette histoire de tuteur, c'est pas correct, c'est indigne de la femme algérienne qui est. Le jour d'après, il y a eu une levée de bouclier qui fêche, ils veulent supprimer la tutelle, ils veulent que nos filles se marient dans la rue, et pourtant, il n'y a aucun texte coranique qui nous oblige à être sous tutelle. Et ça, je ne pars pas de rien, nous avons fait des recherches, les femmes ont travaillé aussi, c'est des intellectuels, nous avons pas que les femmes, hein. Et d'ailleurs, les autres pays musulmans, même l'Égypte, qui est un pays sur le plan du statut personnel très rigoureuse, n'ont pas prévu de tuteur. Pourtant, on n'est pas plus musulmans que les Égyptiens. Donc, ce texte a été touché en 2005. Il y a eu, nous, on les a appelés avec les camarades, les copines des associations à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle des aménagements. Il faut noter aussi que ces aménagements sont venus quand même une année après la grande campagne de 20 ans Barakat, Shirin Barakat. Des femmes algériennes d'ici et d'ailleurs ont mené une campagne en 2004, à partir de 2003. On avait commencé en 2003, on a mené une campagne pendant toute une année pour dire 20 ans Barakat le code et donc en 2005, il y a eu ces amendements. Pour certains, ils ont apporté un plus pour les femmes et c'est pour ça qu'on les a appelés des aménagements. Par exemple, pour la garde, la femme qui avait systématiquement la garde, elle avait le problème de décider pour ses enfants. Avec si elle devait sortir quelque part, il lui fallait l'autorisation paternelle pour les enfants. Et si le père a disparu, il fallait voir le juge, il fallait avoir une autorisation du juge. Donc, depuis 2007, la femme qui a la garde des enfants a aussi la tutelle. Elle a le wilaya selon l'article 87, alinéa 3 du Code de la famille. Donc, il y a eu quelques aménagements comme ça. Il y avait un article, par exemple, qui sommait les femmes d'allaiter les enfants. Cet article, heureusement, a été abrogé. Il y a eu aussi un autre article qui était une grande atteinte à celui-là. La femme est tenue d'allaiter sa progéniture. Et puis, il y avait un autre article qui disait que la femme doit obéissance au mari et à la famille du mari. Ça, on considérait que c'était une atteinte à la dignité. Ça a été abrogé. Mais dans le fond, ce code lui-même, en ce qui me concerne, je parle pour moi, est une violence institutionnelle contre les femmes. Parce que vous avez posé, parmi les questions que vous nous avez envoyées, vous avez parlé de la tutelle. Oui, alors, justement, la tutelle, il conserve. Oui. Alors que le projet d'amendement touchait d'abord la tutelle, eh bien non, alors écoutez bien l'article, on dit que pour la fille mineure, comme avant, d'abord on dit que l'âge du mariage pour le garçon et la fille c'est 19 ans, l'âge de la majorité civile en Algérie, parce qu'en Algérie on est majeur à 19. Ensuite, il y a une exception qui fait que si la fille mineure, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir d'exception, on a décidé que c'est 19 ans,
c'est 19 ans. Quand la fille est mineure, le tuteur, c'est son père. En l'absence du père, c'est enfin un homme de la famille. Pour la fille majeure, elle a le droit de choisir un tuteur. Voilà l'absurde. Et quand on le dit ailleurs, quand on discute, quand on parle du code de la famille, quand on dit ça, les gens ne nous prennent pas au sérieux, ils rigolent. Parce que si je suis majeur et j'ai le droit de choisir mon compagnon, pourquoi devrais-je choisir un tuteur? Parce qu'en principe, la tutelle, le principe de la tutelle, c'est pour quelqu'un qui est en incapacité juridique ou physique grave. Mais moi, je suis une majeure. À partir du moment où j'ai l'âge de ma majorité, pourquoi devrais-je aller choisir un tuteur qui doit me représenter? C'est ça l'absurde. Donc, pour calmer la levée de bouclier qui s'est levée contre la suppression du tuteur, on a rajouté cette aberration, parce que pour nous, c'est une aberration. Pas pour nous, pour la logique, tout simplement, pour la raison, c'est une aberration de demander à une femme adulte, oui. Oui, mais donc le tuteur, il conserve des droits ou il n'a plus de droits sur la femme Non, alors justement, bonne question. Bonne question. Alors, le tuteur doit être présent le jour du mariage. D'ailleurs, il signe avant la concernée. Vous avez d'abord, on demande à la mairie, parce que moi, j'ai marié mes enfants et j'ai assisté. Alors, on demande d'abord au mari de signer, ensuite au tuteur de la femme, et vient en troisième position la femme qui signe son contrat de mariage. Le tuteur. Wali Zawja, il doit signer d'abord avant elle. Donc, concrètement, attendez, concrètement, c'est tout. Ça s'arrête là. Parce que quand elle est en divorce, mais ça, c'est pas dit dans le texte, hein, il dit que le mariage, d'ailleurs, le tuteur est une condition de validité du mariage, comme la dot, etc. Voilà. S'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de mariage. Ça, c'est dans le code. Il faudrait que je sorte l'article. Tout à l'heure, je vous le relis. Donc, voilà l'absurde. Donc, voilà, en fait, ce que je rejette, ce que nous rejetons, nous, féministes algériennes, et je pense où qu'on soit, c'est ce statut de mineur à vie. Alors, la femme qui est capable, comme Madame Assoul qui est devant vous, elle est présidente de parti, elle a le droit de se présenter à la présidence de la République. Moi aussi, d'ailleurs, en tant que citoyenne, je peux. Donc, sur le plan, sur la Constitution, j'ai les mêmes droits. Et dans ma vie privée, si je devais un jour, mon fils que j'ai mis au monde et qui est un adulte maintenant et qui est majeur, peut être mon tuteur. Voilà l'absurde. Voilà. L'absurde, moi je donne exprès cette image parce que c'est la réalité en fait. Donc, c'est un code qui est inspiré de c'est pour ça que j'ai dit qu'il est inspiré de la lecture la plus obscurantiste de la charia. Pourquoi on s'inspire de la charia pour gérer des relations entre la femme et l'homme qui vit au XXIe siècle, alors que la charia, c'est des textes de loi, parce que c'est pas le Coran, la charia, c'est une inspiration coranique, mais c'est pas le Coran. Donc, qui sont des textes d'il y a 15 siècles. Et moi, je vis au XXIe siècle, je vois pas pourquoi on m'applique. Après, on peut revenir aux autres détails qui sont aussi... Madame Maître Assoul avait parlé de la Constitution. Effectivement, dans la Constitution, nous sommes les parfaites égales de l'homme parce que il n'y a aucune distinction entre les citoyens, ni de sexe, ni de couleur, ni de religion, etc. Mais dans la réalité, pourquoi on dit que ce code, il est anticonstitutionnel? Parce que dès le départ, on vous annonce que vous êtes mineur, qu'en matière d'héritage, vous êtes la moitié de votre frère, que ceci, que cela. On peut aller, vous savez, on peut lire un à un les articles, vous trouverez que on n'est vraiment pas les égales de l'homme. Donc, je considère, et ça fait 36 ans, comme a dit Maître Assoul, que ce code est anticonstitutionnel. Il faut bien, anticonstitutionnel, il faut bien qu'on se rende à l'évidence, qu'on réfléchisse. Nous n'avons rien contre la religion, c'est clair, nous n'avons rien à prouver, mais je ne vois pas pourquoi, en matière de famille, on s'inspire de la charia et en code pénal aussi, il y a un code pénal musulman. Pourquoi ils ne s'en sont pas inspirés? Parce qu'ils ont peur de peur, poussent leurs mains, certainement. Voilà.
Je ne sais pas si... moi, je fais ça avec beaucoup de passion, beaucoup de... Non, mais je comprends tout à fait. Non, mais je rebondis justement, je rebondis sur l'âge minimum là, du mariage. Alors, on dit qu'il est parfois, il est abaissé. Hein. Il est abaissé pour une raison d'intérêt ou en cas de nécessité. Alors, moi, je voudrais bien savoir. Oui. Alors, je vais dire ça. Est-ce que je peux parler? Oui, maîtresse. Oui, allez-y, maîtresse. Voilà. En fait, ce sont là les contradictions qu'il y a dans cet amendement. C'est pour ça que j'ai parlé au départ d'un compromis, pour ne pas dire une compromission. À la fois, on dit que l'âge du mariage, aussi bien pour la fille que pour le garçon, c'est 19 ans révolus. Mais par la suite, dans le même article, un deuxième alinéa parle de l'exception quand il s'agit de mineurs en cas particulier. C'est le juge qui donne cette autorisation de mariage quand on n'a pas encore les 19 ans. Mais en fait, les cas ne sont pas cités dans la loi et c'est là la gravité parce que ça devient élastique et n'importe qui peut inventer n'importe quelle raison pour imposer peut-être un mariage. Et nous l'avons vécu parce que l'Algérie, ce ne sont pas les grandes villes, que les grandes villes d'Alger, mais c'est toute l'Algérie, toutes les régions reculées où il y a des femmes qui sont analphabètes, il y a des filles qu'on peut marier contre leur volonté. Donc, en principe, les attendus, on va dire, l'exposé des motifs de cet amendement, c'est à la fois pour protéger la fille mineure, pour que le tuteur n'abuse pas de ce tutorat pour imposer à la fille un mariage qu'elle ne souhaite pas, mais de l'autre côté, quand même, on donne cette exception à la règle qui est de majorer, de donner autorisation à un mariage quand on n'a pas atteint la majorité révolue et imposée par le même texte. Mais en fait, de l'autre côté, ce sont ce type de contradictions parce que là, ça va nous ramener à d'autres cas, peut-être qu'on voit dans les viols des filles qui sont mineures et qui doivent, si jamais celui qui l'a violée peut l'épouser, donc ça va mettre fin à toute la poursuite pénale, etc. En fait, on a voulu régler dans le code de la famille par cette disposition des situations qui sont illégales, en fait, et qui sont une violence carrément à l'égard de la femme sur son corps et sur son physique et sur son moral aussi, parce que c'est une agression. L'agression sexuelle est une agression contre les femmes, et surtout lorsqu'elles sont mineures, parce que quand elles sont mineures, elles sont protégées par la loi. La deuxième contradiction, c'est que toujours on vous parle de la femme majeure. Quand elle est majeure, normalement, elle est censée, soi-disant, choisir le tuteur. Mais en fait, le problème qui se pose, c'est pas le fait de choisir. Nous, en tant que société algérienne, on le sait très bien, et toutes les femmes qui se sont mariées, elles ont toujours leurs parents, et notamment le père, parce que la fille, c'est un honneur pour elle, le jour de son mariage, d'avoir son père à ses côtés, ou son oncle, ou son frère, parce qu'elle aime fêter son mariage au sein de sa famille. Mais maintenant, sur le plan du droit, est-ce qu'une femme majeure et qui peut être demain ministre, qui peut décider du sort de 42 millions d'Algériens dans un secteur donné, et que demain, dans la sphère privée, on lui exige de ramener un tuteur pour valider son mariage, sa vie privée? En fait, c'est ça. Et effectivement, le tuteur est une des conditions de validité du mariage, ce qui est une aberration d'ailleurs même aux yeux du Coran, parce qu'en fait le Coran c'est une chose, le fiqh c'est autre chose, l'interprétation c'est une troisième chose, et c'est ça le problème. Là où le bas blesse, c'est que nous avons fait des interprétations tout à fait humaines et qui sont à la limite de la contradiction de la qualité humaine que Dieu a donnée à tous les hommes et les femmes qu'il a mis au monde. Donc c'est déjà une atteinte en soi, parce que Dieu n'a jamais dit que la femme n'était pas un être humain à part entière, bien au contraire. Maintenant, sur le plan pratique, ce qui existe chez nous, c'est qu'on est dans une régression en fait de réflexion, et une régression dans l'acceptation de la femme en tant que citoyenne. Et c'est là où il y a un grand problème.
Et on le voit régulièrement, puisque quand nous vivons, et surtout Maître Berthet et moi, nous sommes des professionnels, donc nous sommes tous les jours avec de ce type de problème devant les juridictions, et nous constatons qu'effectivement, actuellement, la femme est vraiment restée mineure à vie, parce qu'au départ, elle a un tuteur, c'est son père. En l'absence de son père, c'est peut-être son grand frère, son oncle, que sais-je. Mais ensuite, maintenant, ce tutorat, il s'est élargi même à un environnement éloigné. C'est-à-dire même le voisin peut devenir votre tuteur. Il doit vous indiquer comment vous vous comportez, à quelle heure vous sortez. En fait, l'espace privé est déjà très, très mal géré par rapport à la femme, mais maintenant, c'est même l'espace public. Quand je parle d'espace public, c'est l'espace public, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de la rue. Les gens ont décidé que l'espace public n'est que pour les hommes. Aussi, les agressions et le harcèlement que subissent les femmes, que ce soit à l'intérieur de leur sphère professionnelle ou là, même dans la rue, dans la sphère publique. Donc tout ça, ça n'a pas été pris en charge comme il se doit. Comme je vous ai dit, les femmes ont lutté pendant plusieurs décennies pour que tout simplement la femme algérienne devienne une citoyenne à part entière, puisqu'elle paye ses impôts au même titre que les hommes. Elle a les mêmes devoirs que les hommes et elle en a même plus que les hommes. Mais malheureusement, le système qui a été mis en place dans notre pays fait que la femme reste éternellement mineure parce que tout simplement, je vais donner des exemples concrets. Par exemple, le droit au logement, tant que vous n'êtes pas mariée, en tant que femme, vous n'êtes pas une citoyenne. Donc si vous avez même demain, vous êtes divorcé, vous avez des enfants, d'abord, le code de la famille, normalement, il dit que la femme a droit au maintien au logement conjugal jusqu'à ce que l'homme lui donne le logement ou lui paye un loyer, mais sur la réalité, on ne voit pas ça du tout. Aujourd'hui, les gens qui prétendent être des musulmans, parce que c'est la tâche de toute la société, c'est anormal, on doit se remettre en question, on doit vraiment se regarder bien dans la glace pour voir qu'il y a des femmes dans la rue, qu'il y a des femmes avec des enfants dans les rues, et même par les périodes hivernales, et c'est ça qui doit interpeller la société. Pas uniquement nous les juristes ou les militantes pour les droits des femmes, mais toute la société, parce que l'islam n'a jamais dit ça. L'islam a dit donc il a exigé que la femme, quand on est avec elle, on est marié avec une femme, on doit la respecter, on doit l'aimer, on doit la chérir, on doit la protéger, mais aussi si un jour on doit se séparer d'une femme, on doit lui donner tous ses droits. Or, dans la réalité, on ne voit pas ça du tout. Dans la réalité, on voit autre chose. Autre chose, c'est que, par exemple, quand moi, ce qui me pose problème, en plus de ce qu'a dit ma consoeur Awisha, c'est lorsque la femme a un enfant et qu'elle soit divorcée et qu'un jour elle doit se remarier ou refaire sa vie, on la prive de la garde de son enfant parce que tout simplement elle s'est remariée. Moi je trouve que ça, c'est la pire des punitions qu'on puisse imposer à une femme, parce que dans tous les cas, même ce code de la famille avec toutes ces aberrations, il dit que le juge, dans tous les cas, en octroyant la garde, il doit toujours garder en vue l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, nous le savons tous, il est toujours du côté de la femme. Aujourd'hui, la garde de l'enfant est toujours donnée à la femme en priorité et en premier chef. Mais après, le père vient en deuxième position, ensuite la grand-mère maternelle et celle paternelle et la tante maternelle, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les femmes, une fois divorcées, elles sont livrées à elles-mêmes avec une pension alimentaire vraiment qui ne peut pas subvenir aux besoins de l'enfant, mais aussi elle peut se retrouver dans la rue parce que les hommes, en général, ne protège pas la femme en lui donnant le logement ou en la laissant dans le logement conjugal pour qu'elle puisse exercer sa garde pleinement et protéger les enfants, alors que la protection de la femme et de l'enfant sont une obligation
de la société, mais une obligation aussi de l'État. Et donc aujourd'hui, ce que nous voyons dans la réalité, c'est que nous voyons énormément de problèmes, et ce sont les enfants qui deviennent une monnaie d'échange et de chantage entre les deux conjoints, et que finalement, si la cellule familiale n'est pas protégée, on ne peut pas protéger toute la société. Voilà. Je vais rebondir sur vos propos, Maître Assoul, en parlant de la garde d'enfants. C'est-à-dire qu'en cas de divorce et remariage de la femme, si elle a subi des violences, c'est-à-dire si l'époux était violent, il conserve la garde de l'enfant après le remariage de la femme. Écoutez, pour ce qui concerne les violences, vous savez, nous avons milité longtemps pour qu'il y ait vraiment un code et un texte de loi qui est relatif à toutes les violences que subissent les femmes, que ce soit les violences dans la sphère privée, donc violence conjugale, dans toutes ses formes, hein, la violence physique, la violence verbale, la violence matérielle, en la délestant par exemple de ses biens, de son salaire, etc., mais aussi des violences dans la sphère publique, c'est-à-dire le harcèlement moral, le harcèlement physique, les violences verbales que les femmes subissent dans la sphère publique, dans la rue. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de résistance de la part de tout le clan des conservateurs qui ont empêché qu'il y ait un texte de loi qui rassemble tout type de violence et qui puisse traiter des violences faites aux femmes. Et on l'a introduit dans le code pénal. C'est un amendement de 2015 où on a énuméré un certain nombre de violences. Mais malheureusement, même si la loi dit que celui qui a violenté une femme ne devrait pas rester avec la femme sur les mêmes lieux, mais sur le plan du terrain, il n'y a pas de politique de prise en charge justement pour mettre en pratique ce type de texte de loi. Parce que s'il n'y a pas des infrastructures qui accueillent les femmes qui sont violentées, s'il n'y a pas justement une prise en charge de la part des pouvoirs publics pour donner et octroyer un logement à une femme pour qu'elle puisse être protégée, elle et ses enfants. Donc aujourd'hui, effectivement, nous assistons souvent à des femmes qui subissent des violences et qui restent dans le même foyer conjugal que celui qui l'a violenté. Mais aussi, ce qui est aberrant, c'est que dans ces amendements du code pénal, c'est-à-dire le pardon qui est demandé par celui qui violente peut mettre fin à la poursuite pénale, et donc ce qui n'est pas normal parce que la femme subit énormément de pression, à la fois de la part de la société, à la fois de la part de la famille aussi, qui lui dit de toutes les manières, si jamais tu quittes le foyer conjugal, tu ne peux pas aller chez tes parents parce que tes parents ne peuvent pas avoir les moyens peut-être de prendre en charge la fille, mais souvent aussi au niveau de la famille, elle subit une autre forme de chantage, c'est qu'on peut lui dire, toi tu peux revenir, tu es notre fille, mais les enfants, on ne les accepte pas. On ne peut pas prendre en charge les enfants d'un homme qui t'a violenté, qui t'a mis à la porte. Donc en fait, la femme, elle se retrouve effectivement victime, ballottée, entre les violences d'un mari, mais les violences de la société, mais aussi le manque de compassion et de bienveillance même au sein de sa famille. Ah, merci, Maître Assoul. Richard, je pense que vous allez rebondir là-dessus aussi, parce qu'il y a la clause de répudiation qui existe toujours. D'abord, je vais juste au passage répondre à ta question sur la garde des enfants en cas de mariage. Alors, l'article il dit si la mère se remarie كيفاش نقولها غير القريب المحرم ولا المحرم. غير قريب. Il faudrait qu'elle épouse un cousin. Si elle épouse un cousin, mais c'est pas précisé, ça peut être aussi cousin, un mari ou un parent ou là. Elle peut garder ses enfants. Si elle épouse un étranger à la famille, elle perd la garde de ses enfants. Ça, c'est l'absurde, exactement. C'est justement ça, c'est l'absurde. Vous savez, ce qu'on retrouve, je reviens à la répudiation. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien à garder dans ce code. C'est que l'esprit patriarcal
enrobé dans un paquet religieux et on vous dit, parce qu'en fait, c'est un homme qui pense à lui. Il lui fait des chantages. C'est comme on l'entend dans la société. Je divorce, mais à condition que c'est comme, en fait, le fait vient de la vision, de l'idée qu'on se fait de la femme. C'est son objet. Même quand il la rejette, c'est lui qui décide de la rejeter et il faut qu'elle reste, voilà. Donc le chantage aux enfants, il est reproduit dans ce texte, malheureusement. C'est vraiment l'esprit patriarcal dans ce qu'il a de plus pourri qui est reproduit dans ce texte sous prétexte de religion. Parce que je ne vois pas en quoi la religion empêcherait la femme de refaire sa vie et on lui enlève l'enfant si elle épouse un éloigné. Pour la répudiation, il n'y a pas d'article sur la répudiation, contrairement, parce que le divorce ne peut être prononcé que par un juge en Algérie. La répudiation, c'est l'équivalent à talaq bi thalatha. Elle n'a même pas besoin d'aller en justice. Ça, il y a des pays qui le pratiquent, pas chez nous. Mais l'esprit de la répudiation existe dans l'article qui fait que le divorce est prononcé à la demande de la volonté unilatérale du mari. Parce que la base, le divorce, c'est l'expression de la volonté unilatérale du mari. Lui, quand il décide de divorcer, il n'a pas à justifier. Après, il y a une autre forme de divorce. Elle a 10 conditions très difficiles à prouver si elle veut demander le divorce. C'est sous condition. Mais lui, il n'a pas de condition. Il divorce, il demande le divorce, on lui accorde. Il y a le khula qui a été, qui était là depuis toujours, mais depuis 2005, il a été activé. Et c'est celui-là, pourtant, qui est pris de l'essence même de la charia, qui est très décrié par les conservateurs, les hommes. D'ailleurs, je vous rappellerai que à peine quelques jours avant le Hirak, le FLN, le MSP, a allé faire une proposition de suppression du khula. Le khula, moi personnellement, je vous dis mon point de vue, je suis contre, parce que c'est le rachat de la liberté. C'est comme ça que je le vois. Mais pour le moment, ça reste le seul échappatoire de la femme qui ne peut plus vivre avec un homme, de s'en débarrasser, de se libérer d'une relation toxique. Donc, elle paye sa liberté, quoi. Elle paye pour son... moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais ça reste, dans les conditions actuelles, sous cette loi du Code de la famille, la seule possibilité pour la femme de se libérer d'une relation violente, toxique ou impossible à continuer. Donc, la répudiation est dans le fait que l'homme divorce par sa volonté unilatérale et le juge le suit. Mais il n'y a pas la répudiation au sens propre du mot, c'est-à-dire il divorce parce qu'ils doivent passer par le juge, il y a plusieurs séances de conciliation, etc. Donc voilà, je ne sais pas quelle était ton autre question. Donc, moi, oui. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous avez répondu à toutes les deux à la question. Alors, parce que je voulais revenir sur ce que Maître Assoul a parlé de la loi 15-19 sur les violences faites aux femmes. Donc, il y a eu un long travail des associations féministes en Algérie. Il y a eu même proposition d'une loi cadre sur les violences, mais ça n'a pas été retenu et on a effectivement apporté quelques amendements au code pénal, oui, c'est-à-dire les violences contre les femmes, il y a eu des peines alourdies par rapport à ce qu'il y avait avant, mais comme l'a si bien dit ma consoeur, Maître Assoul, la clause du pardon qui n'a pas sa place dans un code pénal. Parce que le code pénal est répressif. Il est là pour réprimer un délit, une violence, etc. Et là, on a introduit cette clause qui, normalement, le pardon est une notion morale. Je peux pardonner une fois que la justice est... Et puis, en plus de ça, nous savons que dans le code pénal, quand il y a un préjudice, même si la victime se rétracte, elle se désiste,
l'action publique continue. Il n'y a que chez nous. C'est vraiment que quand la victime se rétracte ou se désiste de la plainte, les poursuites sont abandonnées, mais pas dans tous les cas. Heureusement d'ailleurs, dans certains cas, les cas où il n'y a pas d'infirmité, etc., qui sont dues à la violence. Mais même dans ces cas d'infirmité, la peine est très, très réduite quand il y a le pardon. Il n'y a que dans la mort qu'il n'y a pas de pardon possible, donc la peine est totale. Donc, c'est-à-dire, oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut forcer, du coup, on peut forcer une femme qui a été violée, si le violeur décide de l'épouser, c'est une réparation, donc c'est quoi? C'est une clause de pardon, ça? Non, oui, non, mais c'est pas dit clairement. Mais justement, Maître Assoul l'a dit. Maître Assoul, on a parlé tout à l'heure, mais justement, je voulais revenir, c'est bien que tu... Parce que je pense que cette exception qu'on a laissée ouverte au mariage des mineurs, en réalité, l'arrière-pensée, c'était ça, en fait. Pour faire camoufler le viol par un mariage. Et donc, du coup, la fille, elle a la double peine. Elle est violée et elle épouse son violeur. Donc, c'est pas dit clairement dans le texte, hein, mais c'est l'arrière-pensée. C'est à ça qu'on a pensé. On dit dans des cas exceptionnels et c'est pas précisé c'est quoi les cas exceptionnels. Oui, on en avait parlé, oui. Oui, voilà, c'est la même chose. Il n'y a pas de texte qui explique quels sont les cas exceptionnels. Ils disent quand même que devant le juge, on doit justifier ça, c'est injustificatif parce que c'est une pratique. Nous la connaissons depuis toujours dans la société quand il y a mais du coup, la fille, elle se retrouve à subir la double peine d'épouser son violeur. Voilà, c'est possible, oui. Non, c'est pas dit comme ça, hein, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Oui, voilà. On précise pas les cas, on précise pas les causes de force majeure, donc on peut, oui, on comprend très bien l'arrière-pensée, oui. Donc là, j'ai envie de parler aussi d'un autre aspect, donc de ce que c'est de la polygamie. Alors normalement, maintenant, la femme, la polygamie, malheureusement, donc on peut toujours me dire oui. Mais c'est conditionné et tout, mais l'idée seule, rien que l'idée de retenir la polygamie dans un code, c'est carrément ouvrir la porte. Après, les conditions, vous savez, qui peut normalement, quelle est la femme normalement constituée, qui peut donner un accord à son mari pour épouser une deuxième, une troisième et une quatrième? Évidemment, nous pensons aux femmes qui n'ont pas d'autre choix. Maître Assoul a parlé des femmes qui ont des enfants et qui n'ont pas où aller. Elles sont obligées de subir. Elles acceptent ou elles se retrouvent dans la rue. C'est-à-dire que du moment que vous donnez le choix au mari d'avoir plusieurs épouses, et la femme n'a d'autre choix que d'accepter ou de partir. Eh bien, celle qui accepte, c'est pas de cœur. Nous sommes des femmes et nous savons qu'aucune femme normalement constituée, ni un homme d'ailleurs, parce que nous sommes des êtres humains, ils oublient qu'on a les mêmes sentiments. On peut avoir les mêmes ressentis. Donc, l'idée seulement de mettre la polygamie, quelles que soient les conditions avec lesquelles l'Europe, c'est une atteinte très grave. C'est la plus grande des violences envers une femme. Pas la plus grande parce qu'il y a la mort mais la violence psychique la plus grave qui peut mener à tous les... C'est bien ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ce code, il est anticonstitutionnel. Merci. Maître Assoul, tout à l'heure, vous parliez de la garde d'enfants. Si les deux parents, c'est-à-dire si l'époux et l'épouse arrivent à un compromis, donc ils divorcent à l'amiable, est-ce qu'ils peuvent demander une sorte de garde alternée? Une garde alternée entre les deux parents, est-ce que c'est possible ça? Avant de vous répondre, j'aimerais rebondir juste sur la question précédente sur laquelle
à apporter des réponses, ma consoeur, c'est en ce qui concerne la polygamie. En fait, dans la loi, actuellement, depuis l'amendement de 2005, le Code de la famille, il pose un certain nombre de conditions. Et la première condition de remariage, c'est d'abord que le mari aille demander l'autorisation devant le juge. En fait, la loi, elle dit, un homme qui veut se remarier, il faudrait qu'il informe la précédente épouse et la future épouse, et que toutes les deux, qu'elles soient consentantes, mais que ça ne suffit pas tout cela, il faudrait qu'il aille devant le juge territorialement compétent du foyer conjugal et qu'il demande l'autorisation. Et c'est au juge de vérifier la véracité et la réalité de ce consentement. Est-ce un consentement réel ou un consentement forcé? Mais la réalité, c'est que cette disposition a été en fait contournée par les gens. C'est qu'aucun homme maintenant ne va demander l'autorisation devant le juge, parce que de toutes les manières, il faut le consentement de la précédente et de la future, mais qu'il contourne cela par la fatiha. Or, la fatiha, dans le code de la famille, n'est pas considérée comme un acte de mariage. Même d'ailleurs, les fiançailles accompagnées de la fatiha, dans ce même amendement de 2005, ne sont pas considérées. Ils sont considérés comme une promesse de mariage et non pas un acte de mariage. Mais par la suite, le même code, il ouvre la voie pour régulariser toutes ces situations qui sont en fait une manière de contourner la loi par ce qu'on appelle validation de mariage par jugement. C'est-à-dire que la femme qui a fait un mariage par fatiha, elle peut par la suite aller devant le tribunal, apporter les deux témoins et les personnes qui ont assisté à son mariage pour valider ce mariage. En fait, voilà comment la chose est contournée sur le plan de la réalité. Donc, dans l'expérience que nous avons dans la pratique judiciaire, il n'y a pas, ou peut-être rarement, pour être plus objectif, il y a rarement une femme qui va accompagner son mari devant le juge et va lui dire « oui, je suis d'accord pour qu'il épouse une première ». En plus, il y a une condition qui est d'ailleurs, même dans le Coran, est irréalisable, c'est l'équité entre les deux épouses et les conditions, les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'un homme qui voudrait normalement se remarier une deuxième fois, il faudrait qu'il puisse garantir aux deux épouses les mêmes conditions, l'équité, que ce soit en termes affectifs ou en termes matériels. Et ça, c'est impossible de toutes les manières, puisque même dans le Coran, le saint prophète lui-même l'avait dit « Allahumma inni adiltu fima amlik, fala tu'akhidni fima la amlik ». Si le prophète lui-même a reconnu devant Dieu qu'il ne pouvait pas être équitable envers toutes ses épouses, ne serait-ce que sur le plan affectif, ça veut dire que c'est impossible. Et puis de toutes les manières, le Coran lui-même disait « In khiftum alla ta'dilu fa wahida wa lan ta'dilu wa law haristum ». Donc c'est ça la réalité du Coran. Maintenant, l'interprétation pour justifier les comportements masculins, on va dire, c'est autre chose, c'est de contourner la loi. Maintenant, pour répondre à votre question, rappelez-moi, c'était sur... C'est par rapport à la garde de l'enfant, parce que... voilà. Alors, alors, vous savez, le divorce, il est ou bien par la volonté unilatérale de l'homme, ou alors par consentement des deux parties, donc un divorce à l'amiable, ce qu'on appelle communément à l'amiable. Ça veut dire que les deux conjoints se mettent d'accord sur toutes les conditions de se séparer à l'amiable. Et quand on dit à l'amiable, ça veut dire qu'on se met d'accord sur tout. On se met d'accord sur la garde, on se met d'accord sur la pension alimentaire, on se met d'accord sur comment exercer la garde, où exercer la garde, enfin tous les effets du divorce. Ça, c'est l'accord entre les deux parties qui paie. Le juge, il est là juste pour valider la volonté des deux conjoints dans un divorce à l'amiable. Donc oui, si les deux parties sont d'accord pour qu'il y ait une garde alternée entre les deux parents, c'est possible puisque c'est leur volonté, il n'y a rien qui empêche. Maintenant, quand la femme se sent lésée dans le divorce unilatéral de la part du mari, et qui est considéré en d'autres termes une répudiation, même si ce terme n'existe pas effectivement
dans le code de la famille algérien, il y a ce qu'on appelle la réparation. Sauf que la réparation chez nous, les juges ne sont pas vraiment dans une philosophie de réparer en fait le divorce abusif ou arbitraire d'un mari qui du jour au lendemain peut dire à une femme, moi j'ai vu en tout cas dans ma carrière professionnelle des dames qui se sont retrouvées après 50 ans de vie conjugale et qui se sont retrouvées dans la rue parce qu'il a décidé de divorcer et donc de la mettre dans la rue. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est le fait de voir qu'une femme, par exemple une femme qui n'a pas eu d'enfant et qui a passé toute une vie avec un homme, qui a construit avec lui ce foyer conjugal, qui a donné sa santé, qui a donné son affection, qui a tout donné, qu'elle puisse un jour, parce qu'elle n'a pas d'enfant, se retrouver dans la rue. Parce que l'homme, il considère que le logement, c'est à lui de le garder. Et moi, ça fait des années que je propose, en tant que politique, à toutes les femmes qui étaient parlementaires de différentes obédiences politiques, de mettre de côté leur casquette partisane et de s'occuper des vrais problèmes des femmes. Parce que si la société ne respecte pas la femme, si la société accepte de maltraiter la femme, de la mépriser, de la jeter dans la rue, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas accepter de voir des femmes dans la rue. En plus, si la femme a des enfants, même si elle a eu des enfants, et qu'elle a passé une bonne partie de sa vie à construire un foyer, et qu'en fin de parcours, on la met dehors, et qu'elle se retrouve obligée d'aller chercher un toit qui puisse vraiment la protéger chez ses enfants, chez son beau-fils ou son gendre ou sa belle-fille, ce qui n'est pas toujours évident, bien évidemment. Et donc, moi, ce problème, depuis très longtemps, en tant que politique, j'avais proposé que chaque fois qu'il y a un logement qui est octroyé, il faut qu'il soit octroyé à une famille, c'est-à-dire au nom des deux conjoints. Comme ça, même si on se sépare un jour, on peut recommencer sa vie en ayant quand même quelque chose sur lequel on peut partir, c'est-à-dire vendre un logement qui appartient aux deux conjoints et qu'on puisse aller ailleurs, recommencer sa vie. Mais ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que souvent, même si les hommes ont plusieurs logements, et même s'ils ont les moyens de pouvoir, c'est-à-dire donner ou mettre à la disposition d'une femme qui a surtout la garde des enfants, ou même pour elle, un logement, et bien les hommes font tout pour essayer devant la justice d'apparaître qu'ils n'ont pas un autre logement. Parce qu'en fait, le code de la famille, il dit que la femme est maintenue dans le logement conjugal tant que le mari ne lui a pas justement réservé un autre logement ou ne lui a pas assuré un loyer. Mais quand on regarde aujourd'hui le pouvoir d'achat, et souvent dans les affaires du statut personnel, la justice donne, par exemple, je vais vous donner une fourchette, le loyer à 10 000 dinars, 15 000 dinars. Est-ce qu'il y a en Algérie, pas uniquement à Alger, parce qu'Alger c'est autre chose, mais même dans les autres régions de l'Algérie, est-ce qu'on peut à 10 000 dinars ou 15 000 dinars ou même 20 000 dinars pouvoir louer un appartement pour... Même pas un studio parfois, même pas une chambre, il reste qu'une chambre au hammam peut-être. Oui. Donc c'est ça la réalité que vivent les femmes et ça s'applique aussi à la pension alimentaire. Souvent les hommes, ils font tout pour essayer de ne pas donner la pension qui puisse garantir à leurs enfants quand même une protection digne, de vivre dignement, de se faire soigner, de bien vivre, de bien manger, de bien s'instruire, etc. Et c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, le code de la famille que nous avons actuellement, ce n'est pas un code de la famille, parce qu'il ne protège pas tous les membres de la famille. C'est un code de l'homme, ce n'est pas un code. C'est même pas un code de l'homme, c'est un code du mal, du mal, M-A-L, Dhokori, on va dire ça comme ça, parce que ce n'est pas un code de la famille. Un code de la famille est censé protéger tous les membres de la famille, la femme, les enfants et l'homme. Et ce n'est pas un code qui doit justement donner tous les droits
à l'homme et délester la femme et les enfants et les mettre en danger et les laisser vraiment dans la rue. Merci, hein, Soul, pour vos éclaircissements, vraiment. Et donc, on va dire que c'est un code qui est complètement, déjà, il est en décalage par rapport à la vie des femmes et de la vie familiale. Mais moi, je pense aussi que c'est un code de l'homme, hein, parce qu'il ne protège aucunement la femme, c'est vrai. Et parlons d'autre chose vraiment qui fâche, c'est l'héritage. Alors, concernant l'héritage, est-ce que vous pensez que c'est juste par rapport, parce que les enfants, il faut savoir que les enfants héritent avec leur mère, n'est-ce pas? Et donc la femme, elle hérite quoi au final? La mère ou l'épouse? Qu'est-ce qu'elle hérite par rapport au garçon, au fils ou au frère? Oui, Je peux? oui, Alors, bien sûr. moi, je voudrais, avant d'aborder l'héritage, je voudrais dire qu'en fait, une bonne fois pour toutes, ce code est obsolète. Il n'a rien à voir. C'est un texte moyenâgeux qui est appliqué à des femmes et des hommes du 21e siècle. Parce que qu'est-ce qu'il fait de l'homme, ce code? Il en fait il a fait un monstre devant sa famille. Parce que quand on lui permet tout, il ne se rend même pas compte qu'il est aussi... alors que maintenant on peut parler de la polygamie, des conditions, etc. L'idée même qu'il y ait de la polygamie, qu'un homme soit partagé par deux ou plusieurs femmes et qu'il soit dans un code et qu'il soit appliqué aux Algériennes, c'est-à-dire les filles de la Kahina, de Fatma Soumer, de Hassiba, etc., c'est une honte. C'est une honte sur le fronton de la République algérienne. C'est un scandale. Après, on peut aller dans les détails, on n'arrêtera pas de trouver des aberrations, des insultes, des atteintes à la dignité de l'Algérien en général, et de l'Algérienne en particulier, mais de l'Algérienne, parce que cette Algérienne, quand on touche à sa dignité, on touche à celle des hommes aussi, à la dignité de ce pays. Voilà, moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas avancer sans nous, ils n'avanceront pas, on n'ira nulle part sans nous. Voilà. Maintenant, pour l'héritage, ça va dans le sens de ce code. Il est anticonstitutionnel à partir du moment où, dès le départ, on vous dit que vous êtes une mineure. Et après, on va dans le détail. Dans l'héritage, moi, je dois hériter la moitié de mon frère. Comme je dis, un peu pour illustrer souvent, nous savons, et tout le monde sait, les Algériennes en particulier participent pleinement et vraiment activement à la construction du patrimoine de la famille. Les filles, quand elles ne sont pas mariées et qu'elles travaillent, elles participent à la construction de ce patrimoine de la famille. Les filles participent dans la réalité plus que les garçons. Parce que c'est comme ça, on nous éduque, on nous apprend dès notre naissance à donner. Nous, on est là pour servir le frère, le père, la mère, etc. Et c'est tant mieux, c'est aussi notre sensibilité de femme qui fait qu'on est plus généreuse. On contribue à la constitution d'un patrimoine et ensuite, quand le papa meurt, si c'est un appartement, on vous dira, vous prenez le couloir, vos frères prennent des pièces. Ça, c'est pour illustrer. C'est l'absurde. Après, on vous dit, mais il a dit, soyez justes et soyez équitables envers vos enfants. En quoi? Parce que bon, on l'a dit souvent, mais il faut le redire, il y a dans le Coran, dans la religion, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. C'est la pratique, c'est la pratique, la prière, le ramadan, etc. Les piliers de l'islam. On ne peut pas y toucher. Si on est musulman croyant, on les applique. Après, le reste, c'est comme une jurisprudence. C'est des règles pour organiser la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on m'a dit, la femme hérite de la moitié de son frère parce qu'elle va aussi gagner en se mariant. Quand elle va se marier, elle va avoir droit au bien de son mari, etc. Bon, économiquement, avec des calculs, ça peut se justifier. Mais si on part avec l'idée que quand je suis née, moi, je suis née une fille, mon frère est né un garçon, je ne suis pas née pour me marier, je suis née pour être un être humain. Et donc, j'ai mon père, bon, je vais renverser, je parle de moi. Moi, j'ai une fille et un garçon.
Je les ai fait exactement de la même façon. Je les ai portés 9 mois, les mêmes douleurs pour les mettre au monde, pour les faire pousser, pour les faire devenir des adultes qu'ils sont. Et après, on décide à ma place que ce que je possède par la force de mon travail, mon fils doit avoir le double de sa sœur. Mais au nom de quelle logique? Même Dieu, en quoi ça pourrait offenser Dieu que je partage, que mes biens, si je pars avant d'avoir partagé, que mes biens que j'ai acquis à la force de mon travail soient partagés à part égale entre ma fille et mon fils. Puisque c'est mes enfants et je les ai fait de la même façon. Eh bien, même si vous voulez partager à l'amiable entre frères et sœurs, moi j'ai vu des notaires qui ont refusé. Je me rappelle un monsieur, un ancien moudjahid de chez moi, pour saluer sa mémoire, Amim Safa Sadouk, m'avait appelé un jour et m'a dit le notaire refuse que je donne à ma sœur la même chose que moi. C'est-à-dire, dans vos biens, même l'héritier, quand il a envie de partager avec sa sœur, on lui dit non. Le code de la famille ne dit pas ça parce que Sharia ne dit pas ça. Oui, Sharia ou le Coran avait prévu ça à l'époque. Mais après, c'est pas contradictoire avec le fond de ta foi. Si tu, au contraire, si tu es équitable, en quoi ça offense Dieu? C'est mon bien et je veux que mes enfants aient la même part. C'est tout. Je n'ai pas offensé Dieu et Dieu est plus grand pour qu'il soit offensé par un acte d'équité entre les enfants. Donc voilà, les justificatifs. C'est pour ça que des fois je me dis, j'en ai ras-le-bol de parler ce code parce qu'à chaque fois que je m'arrête, fais un point, j'ai l'impression de le cautionner, de dire oui, allez, on va réfléchir, on a mis des conditions, oui, il peut épouser une quatrième femme, mais il a mis les conditions. Quand il arrive chez le juge et Maître Al-Soul a démontré comment on peut contourner, parce que il peut régulariser le mariage par le juge. Tout est fait pour, en fait, cet esprit patriarcal soit comment dire, soit consacré dans cette loi sous prétexte de religion. Or, la religion, c'est la lettre et l'esprit, comme les lois d'ailleurs. Heureusement que le bon Dieu nous a dotés d'esprit, d'un cerveau pour réfléchir. Donc voilà. Et c'est fatigant de s'arrêter, ça fait 36 ans. Et avant 36 ans, il n'y avait pas de code de la famille et on n'avait pas besoin de tuteur, etc. Après, Maître Assoul l'a dit aussi, il ne faut pas mélanger entre la tradition. Bien sûr que moi j'étais fière que mon père m'accompagne jusqu'à la voiture et le jour de mon mariage et quand ma fille, son frère l'a accompagné, etc. Et son père l'a accompagné. Donc ça n'a rien à voir les traditions. Bien sûr que nous avons nos traditions qui sont dans la religion, mais ça c'est des pratiques traditionnelles. On en est fiers, elles sont belles, on aime bien en profiter. Mais la loi, moi, quand tu m'obliges à signer mon contrat de mariage, à faire signer mon contrat de mariage par un tuteur, c'est ça qu'on rejette, c'est le statut de la femme. Donc, ce code, il consacre le statut rétrograde, patriarcal de la vision qu'on se fait de la femme. Et ce qu'il faut, moi, à mon avis, évidemment, dans l'état actuel des choses, on devrait favoriser. Et ça se fait quand même, hein, ça se fait, c'est pas encore généralisé, mais les femmes arrivent à avoir des logements les dernières années, quand elles travaillent, elles justifient d'un revenu, etc. Mais c'est très difficile. On devrait favoriser les femmes, surtout celles qui ont... parce qu'en fait, le loyer ou le logement que le mari devrait, il est limité dans le temps, jusqu'à ce que la garde tombe, jusqu'à que ce soit l'indemnité là pour le paiement de loyer qui est vraiment une aberration, ou le logement qu'on laisse à la femme qui a la garde des enfants. Une fois que la garde on n'a plus à pratiquer la garde, quand l'âge de l'enfant a atteint un certain âge pour les filles et jusqu'au mariage, mais pour les garçons un peu plus tôt, ça y est, s'il lui a laissé un appartement, elle doit sortir, s'il lui donne une allocation de loyer, kiff, elle tombe aussi, cette allocation. Donc, on ne donne pas à la femme, qu'elle ait des enfants ou pas, elle se retrouve quand même dehors. Même celle qui a des enfants se retrouve dehors.
vous avez cité l'exemple de la femme âgée qui n'a pas d'enfants. Mais la femme âgée qui a des enfants qui sont mariés se retrouve dans la même situation. Moi, je vais citer quelques exemples qui m'ont fait pleurer. J'étais une fois avec des copines en une caravane à Toulouse pour discuter avec les femmes maghrébines et j'ai rencontré une femme de 70 ans et plus, hein, retraitée en France. On discutait justement du code de la famille et elle me raconte son histoire. Elle me dit voilà, j'ai travaillé toute ma vie, elle a fait les ménages en France et tout. Elle a aidé son mari, ils ont construit une maison au bled. Puis un jour, ils ont perdu un fils qui avait 30 ans, ils étaient très malheureux. Ils sont allés à la Mecque pour un peu. Et au retour de la Mecque, il lui a dit je vais aller faire un tour en Algérie pour voir la maison dans laquelle elle est allée. Elle lui remplit la voiture de plein de choses. Il arrive en Algérie, sa voisine en Algérie l'appelle, elle lui dit écoute, il y a un mariage dans ta maison. Elle a dit je ne suis pas au courant, il a dû passer la maison à quelqu'un. Elle se vérifie, et ben c'est son mari de plus de 70 ans qui fêtait son mariage. Et la maison qu'elle a construite avec, et elle s'est retrouvée avec rien. Heureusement qu'en France, que quand ils sont retraités, elle a pu avoir une partie de sa retraite. Et voilà, des cas comme ça, en France, elle peut avoir la retraite, mais ici, elle n'a rien. Parce qu'il est remarié, il n'est pas mort, elle n'a pas de reversion. Du coup, elle a travaillé, elle a tout fait, elle a élevé ses enfants. Parfois, ils sont mariés et elle se retrouve à la rue. Pourquoi les enfants devraient la porter? Pourquoi devrait-elle aller vivre chez ses enfants? Encore faut-il qu'ils aient les moyens de la prendre en charge. Voilà la réalité. Mais évidemment, tout ça, hein, pardon, mais moi, bon, je le dirai plus tard, à la fin de l'émission, j'ai une autre proposition à faire parce que ce code, plus j'en parle, plus je rage, malheureusement. Voilà. Non, mais là, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave, le sujet déjà, passe déjà. Oui, voilà. Ça passe très vite. Donc, je me suis dit comment on va remplir déjà, ça passe vite. Avant de finir, justement, on va passer aux propositions, à vos idées. Maître Assoul, vous dirigez un parti, justement. Qu'est-ce que vous prévoyez, justement, c'est quoi votre projet pour remplacer ce code de l'aberration? Non, moi j'ai envie juste de dire qu'au-delà de ce code de la famille, nous avons un problème sociétal à l'égard de la femme. D'abord, on éduque nos enfants. Dans l'éducation déjà, on donne une éducation qui met la femme toujours en subordination, en soumission par rapport aux garçons. Ça, c'est une réalité. Donc du coup, je pense que l'éducation que les gens donnent à leurs enfants en privilégiant et en donnant tous les droits aux garçons et en privant les filles de leurs droits, c'est déjà un problème sociétal. La deuxième des choses, c'est que aussi, on inculque aux enfants que le mariage est un rapport de force, c'est-à-dire la conception du mariage est déjà dans un rapport de force, c'est-à-dire qui doit dominer l'autre. Et ça, déjà, c'est un grand problème. Le mariage, normalement, il est censé construire, unir, construire une famille basée sur l'amour, la bienveillance, la compréhension, la complémentarité. Eh bien non, on inculque à l'homme que la femme, c'est son bien, il doit la diriger, il doit être son tuteur, il doit tout lui dicter. Et la troisième des choses, c'est que aussi, nous sommes dans une société qui ne veut pas regarder les vraies évolutions qui se sont faites depuis. C'est-à-dire que nous sommes au XXIe siècle et il faudrait que la législation soit en adéquation avec la réalité. Les femmes aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, sont majoritairement dans tous les cycles et les niveaux d'éducation. On n'a qu'à voir les derniers résultats du bac. 69,80% des réussites étaient des filles. En parallèle, les garçons n'étaient que de 32 et quelques. Quand on voit au niveau supérieur aussi, quand on voit au niveau, par exemple, de tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la justice, le barreau, les femmes sont vraiment majoritaires. Donc, il y a un problème aujourd'hui. Si on doit construire un pays, il faut se dire tout simplement qu'aujourd'hui, il est temps
qu'on parle de la citoyenneté. La citoyenneté, on ne peut pas construire une société stable dans la durée, pérenne, apaisée, qui s'aime, qui se respecte, si on ne donne pas les droits et l'égalité des chances à tous les citoyens et citoyennes. C'est ça, il faut parler aujourd'hui, il faut sortir de ce clivage femmes-hommes. D'ailleurs, j'aimerais aussi rendre hommage à tous les hommes qui ont toujours aussi lutté aux côtés des femmes pour dire une société se construit avec les femmes et les hommes qui la composent et non pas qu'avec les hommes, et les femmes doivent rester en marge. Aujourd'hui, le défi du 21e siècle, c'est le progrès, c'est la construction du développement du pays, et le développement ne peut pas se faire si la moitié de la société est maintenue dans un statut de marginalisation et de discrimination éternelle, et les discriminations sont de tous ordres. Donc moi, j'ai envie de dire que ce code de la famille, d'abord, c'est un texte de loi positif qui a été fait par des hommes, je ne vais pas dire des femmes, parce qu'à l'époque, en 1984, l'Assemblée, il y avait très peu de femmes. Et même les femmes qui sont dans les assemblées, en général, elles sont toujours sous la coupe de leur orientation partisane du parti politique. Et donc, les femmes ne peuvent pas, n'ont pas la liberté de défendre les droits des femmes. Et d'ailleurs, je vais vous raconter des anecdotes que des hommes et des femmes m'ont raconté qu'au départ, ils étaient pour ce code de la famille en 84, mais quand ils ont eu des enfants et des filles qui ont été justement maltraitées par des hommes, ou alors divorcées avec un enfant et qu'elles ne peuvent pas se remarier parce qu'elles craignent perdre la garde de leurs enfants, et ils ont compris, y compris les hommes, ils ont compris l'aberration de ce texte de loi. Mais aussi, il faudrait qu'on dise qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est le moment de parler d'une réconciliation de la citoyenneté. Nous sommes tous des citoyens, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs, et l'Algérie ne peut se développer que si les femmes et les hommes se mettent ensemble à construire ce pays. Ah, merci Zobida Assoula. On reste sur la réconciliation et la construction de la société avec l'égalité des droits. Donc, Awisha, donc vous parliez de projet, vous aussi, le mot de la fin. Oui. Oui, alors je voulais juste dire qu'effectivement, les femmes sont majoritaires dans les résultats du bac, l'université, mais ça ne serait pas sur la réalité, parce que dans la réalité, on est moins de 17% de la population active, sauf qu'on est très visible, parce qu'on est magistrat, on est avocat, on est médecin, on est enseignant, etc. Mais tout secteur confondu, toute catégorie confondue, on n'est même pas à 20%. Donc on est encore, et les hommes pensent qu'on leur prend leur place, alors qu'on n'a même pas pris encore notre place, puisqu'on est 50% de la population. Pour ce que je pense, moi, oui, effectivement, ce code de la famille est fatigant, il est indigne de l'Algérie. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Boumediene avait dit, dans le temps, quand on lui a proposé le texte du code de la famille, il a dit « J'ai pour ambition pour ce pays d'en faire un grand pays. Il n'est pas question que le statut de la femme soit en deçà de ce que je rêve pour ce pays. » Et parce qu'on lui avait déjà proposé le code de la famille, il l'a refusé. On a attendu qu'il disparaisse pour le ressortir. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est qu'au-delà de ce code de la famille, effectivement, moi, le premier travail à faire, parce que, écoutez, Madame Assoul disait qu'en 1984, il n'y avait pas de femmes. Peut-être, oui, peut-être qu'il y en avait très peu ou pas du tout. Mais les dernières années, moi, j'ai eu à intervenir dans des débats, et je vous jure que j'ai eu à chaque fois des femmes qui étaient farouchement opposées à mes idées, c'est-à-dire elles étaient contre les amendements, les petits amendements très timides sur les violences faites aux femmes. Elles défendaient le code de la famille comme étant la première. J'ai eu des femmes qui disaient que le code de la famille, c'est le seul acquis de l'indépendance. Et moi, je trouve que c'est l'insulte à l'indépendance, justement. Donc voilà, il ne faut pas croire que c'est une question de femme ou d'homme, c'est une question de société. Alors,
pour cela, moi, je pense que la première bataille, c'est la conscientisation des femmes elles-mêmes. Il faudrait que les femmes soient conscientes qu'elles sont des êtres humains à part entière et qu'elles n'acceptent pas de statut en deçà de leur statut d'être humain à part entière et donc de citoyenne à part entière. Il faut construire une citoyenne accomplie. Il y en a marre de pleurer, de dire elle va se retrouver dehors si le mari la jette. Il faudrait qu'on arrive à ce que la femme, qu'elle soit divorcée ou pas, soit une citoyenne à part entière, qu'elle puisse s'épanouir dans sa société. Voilà, il ne faudra pas qu'elle attache son existence, malheureusement, parce que dès la naissance de la fille, on la programme à un mariage et c'est la priorité. Moi, j'ai beaucoup entendu les générations actuelles dire que oui, je suis à la fac, mais un mari est plus important. Je veux bien avoir mon diplôme et un mari à la fin des études. Et si je devais choisir, c'est le mari d'abord. Ma génération ne pensait pas comme ça. Pourtant, elle est plus ancienne, elle est post-indépendance. Donc voilà, il faut conscientiser que la femme doit exister par elle-même, pas par le mari. Ça ne veut pas dire qu'elle va manquer que le mariage est une chose qui arrive dans la vie, mais elle n'est pas née pour se marier. Elle est née pour être humaine, être humain. Et il faut qu'elle se construise par elle-même. Comme ça, on n'a pas à être les victimes éternelles de la société. Il faut refuser d'être les victimes. Et pour cela, nous, les parents, nous devons former des citoyennes et les femmes doivent prendre conscience. Elles sont des êtres humains, elles sont des citoyennes et elles sont très intelligentes. Il faut arrêter d'accepter d'être des victimes. Voilà, merci. Merci, Maître Bertia. Merci. Je voudrais un dernier mot, si vous permettez. Oui, il n'y a pas de souci, bien sûr. On n'a qu'à voir, cette fois-ci, on doit rendre hommage justement à toutes les femmes durant toute la révolution pacifique du 22 février 2019, que les femmes étaient à leur place en tant que citoyennes. Elles sont sorties, quel que soit le statut de cette femme, qu'elle soit instruite, jeune, moins jeune. Moi, j'ai rencontré pendant le Hirak des femmes centenaires sur des fauteuils roulants et qui venaient en disant « Nous, c'est pas pour nous qu'on se bat, mais on se bat pour cette jeunesse. » Donc, les femmes, non seulement elles ont prouvé, elles n'ont plus rien à prouver, les femmes algériennes, à travers l'histoire, mais cette fois-ci, encore une fois, pendant la révolution de la liberté, elles étaient présentes et très présentes. Et donc aujourd'hui, c'est ça le paysage de l'Algérie que nous souhaitons et c'est l'Algérie qui se construit par les femmes et les hommes que nous sommes. Merci, Maître Assoul, vraiment merci pour en finir avec une note positive. Vous permettez juste une petite phrase que j'ai oubliée, c'est que les droits, on les a, on ne les demande pas, personne ne va nous les donner. On veut qu'on les reconnaisse, c'est tout. Qu'on nous reconnaisse nos droits. Voilà. D'accord. Et ça va être reconnu, on va les obtenir. Merci en tout cas, merci de votre temps, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps à toutes les deux et puis bon courage pour toutes les deux parce que je sais que vous vous occupez toutes les deux des détenues d'opinion en ce moment et c'est un contexte très difficile donc je vous souhaite tout le courage du monde et puis bientôt j'espère on pourra débattre un autre jour sur un autre aspect des droits des femmes, pourquoi pas si le temps nous le permet et le contexte aussi. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et merci aux personnes qui nous ont suivis. Donc, vous n'avez qu'à aller sur le site Prisma, donc vous appuyez sur le hashtag de Prisma et vous allez directement sur le site pour suivre. Cette vidéo, elle est disponible tout le temps, donc vous pouvez la consulter à tout moment et puis suivre tous nos débats en direct sur Prisma. Donc, merci, bonne soirée à vous deux et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.